Mesdames, Messieurs, chers amis de l'histoire, et de l'histoire économique aussi, parce que vous savez tous, puisque vous êtes là, que l'économie est un puissant facteur d'évolution. Ce n'est pas le seul. Le sacré, par exemple, on le voit bien aujourd'hui. Le pseudo-sacré joue un rôle important aussi, d'ailleurs, non sans lien avec l'économie parfois. Mais quand même, l'économie, on le sent bien, est un de ces drivers, on pourrait dire, du monde d'aujourd'hui. D'où cette table ronde consacrée, c'est son titre, à l'argent en partance. C'est le thème général du festival. Des foires de champagne aux Panama Papers, c'est-à-dire que c'est un voyage dans l'espace, l'argent qui se déplace, mais c'est aussi un voyage dans le temps de l'histoire. Consacré donc à cet incroyable phénomène qui semble presque inhérent à l'argent, qui est sa capacité, sa fluidité, sa capacité à se déplacer, à s'enfuir, à circuler, à franchir les obstacles, même apparemment les plus redoutables. Malgré par exemple le fisc. Et ce n'est pas sans signification que cette rencontre aujourd'hui soit en partie d'ailleurs financée par un de nos mécènes, le ministère des Finances lui-même, que je remercie de son soutien. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas à remplir de déclaration d'impôt à la sortie. Mais il faut le dire, il y a ici une forme d'intérêt du ministère pour nos travaux, et nous le remercions. Alors, pour introduire en quelques mots le thème, ce vaste sujet qui semble aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, un sujet important, une référence, comme on dit parfois, incontournable, une référence économique sérieuse, importante. Je veux parler du fric, la chanson des frères Jacques. Vous connaissez peut-être, 4 compères, qui date, vous le savez peut-être, de 1968. Tiens, une date peut-être qui va nous intéresser. D'une part parce que 68, vous le savez, en mai-juin, on assiste à une incroyable fuite des capitaux, petits et grands d'ailleurs, qui vont partir en Suisse. Pourquoi faire? Pour se transformer là-bas en Suisse, auprès des banques suisses qui, à l'époque, plus qu'aujourd'hui, ferment les yeux, en francs suisses ou en Deutschmark. Avec l'idée que, pour ces petits spéculateurs, et ces gros, une fois la dévaluation inévitable, c'est-à-dire le changement de la valeur de la monnaie en francs, il faudra bien qu'on empoche, en retransformant ces francs suisses ou ces Deutschmark en francs, la prime de dévaluation. Si on dévalue de 15%, vous imaginez, quel rapport? Il n'y a pas tellement de placements qui vous rapportent en quelques jours 15%. C'est ça le moteur même de cette partance de l'argent. Donc 68, de ce point de vue, c'est les frères Jacques, c'est le fric, mais c'est aussi, dans notre histoire de l'argent en partance, un moment particulier critique, comme on dit, de crise. Et puis si on prend un peu de champ, parce qu'il n'y a pas que la France, mais 68, c'est une année aussi qui, d'un point de vue de la planète finance, change beaucoup de choses, parce qu'on sent bien en 68 que le roi dollar, la monnaie reine, le billet vert, qui depuis 1945 règle quand même la circulation de l'argent à l'échelle du monde, ce roi dollar commence à présenter des signes de faiblesse, il est malade, et du coup on commence à remettre en question l'architecture monétaire internationale. Donc une date importante. Et quand disent les frères Jacques à cette date, alors je ne vais pas vous chanter la chanson parce qu'on n'est pas à la télé, mais je vais quand même vous donner quelques paroles. Un jour, chantent les 4 compères, il inventa l'argent. Ce démon très intelligent, ce démon était un banquier. Première idée intéressante, les banquiers au pilori. Et depuis, dans le monde entier, l'argent circule et fait des bulles. Vous connaissez ça par cœur. Alors, pour sortir de la chanson et pour introduire notre débat, 4 questions. 4 questions qu'on se pose, et quand je dis « on » ici, c'est différents chercheurs en sciences humaines, en économie, en droit, en histoire, en géographie. Il y a là un objet qui, finalement, de tous bords, retient l'attention des chercheurs, aujourd'hui, de manière très significative, disons depuis une dizaine d'années. Ces 4 questions, on va les résumer rapidement. La première, c'est d'interroger le rôle des frontières. À la fin des fins, est-ce que ces frontières entre les États, mais aussi ces frontières naturelles, une chaîne de montagnes, les Alpes, les Pyrénées,
un océan, est-ce que les frontières qui segmentent l'activité économique sont source de profit ou au contraire, est-ce qu'elles gênent la circulation de l'argent et donc contraignent l'économie? Il faut le savoir parce qu'on vous dit aujourd'hui que l'euro, par exemple, la zone euro, l'Europe sans frontières, disait Jacques Delors en 1992, est un extraordinaire moyen de doper l'économie. Bon, 92, vous voyez, 20 ans plus tard, on voit que ce n'est pas le cas. Donc ça vaut la peine de s'interroger sur ce lien entre la frontière et l'activité économique et sur le rôle que joue l'argent lorsqu'il traverse les frontières. Pourquoi est-ce que l'argent traverse les frontières? Que ce soit d'ailleurs pour des motifs légaux ou illégaux. Deuxième question, pourquoi est-ce que le capital est en mouvement? Ça bouge sans arrêt. Vous le savez bien, l'argent qui dort n'amasse pas mousse. L'argent qui dort ne rapporte rien au fond des lessiveuses, sous les matelas, dans les greniers. C'est de l'argent perdu. L'argent qui bouge, l'argent qui s'échange, qui va à ceux qui n'en ont pas, qui en ont besoin, qui rapporte un taux d'intérêt. L'argent qui bouge crée de la richesse. Malgré Aristote, malgré la condamnation du prêt à usure, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. L'argent qui change de main, qui se déplace dans le temps, crée de la richesse. Est-ce que c'est de la vraie richesse? Est-ce que c'est un jeu d'écriture? Est-ce qu'il y a derrière ça des emplois, de l'alimentation, des voitures, des voyages, des concerts? C'est une vraie question. Qui amène à la troisième de nos questions, c'est que l'argent en partance, et les Panama Papers, on va en parler, mettre l'accent là-dessus bien sûr, est parfois illégal. Mais allez savoir, et c'est ma question à ce stade, qu'est-ce qui sépare l'argent en partance illégal, délinquant, de l'argent légitime qui, pour des raisons économiques, se déplace? Alors on dit parfois, comme dans le livre des frères Bocquet qui vient de sortir, que la différence, c'est l'épaisseur du mur d'une prison. Ce n'est pas une réponse. Même si, naturellement, il y a des lois, On va essayer aussi de s'interroger sur l'évolution de cette fragile distinction qui nous préoccupe tous, hein, et pas seulement les méchants capitalistes. Est-ce que je peux déplacer de l'argent? Est-ce que d'ouvrir un nouveau compte, sortir d'une banque pour aller dans une autre, c'était une forme de délinquance ou pas? Et puis enfin, on amène à une dernière question, la quatrième. C'est celle du rapport, et là on le sent bien déjà que c'est une réponse à nos questions, historique extrêmement fort, qui depuis la plus haute antiquité, depuis l'invention de la monnaie, au 7e siècle avant Jésus-Christ, relie l'argent au pouvoir. L'argent, comme le dit Aristote, ce n'est pas un bien comme un autre. C'est ce bien qui permet d'acheter tous les biens du monde, à condition qu'il se déplace. Et du coup, on s'interroge sur la façon dont le pouvoir, le souverain, on disait à l'époque de Rousseau, a toujours voulu mettre sa marque sur l'argent, sur les billets par exemple, sur les lingots d'or. Il y a un mot en anglais, on dit earmarked, comme on dit pour le bétail qu'on marque à l'oreille. Le lingot, c'est earmarked, c'est le lingot qui porte le poinçon d'une banque centrale nationale d'un État. Donc on va s'interroger sur cette dialectique étrange entre l'argent qui voudrait bien être anonyme, apolitique, et le besoin des États de mettre leur marque dessus. Est-ce qu'il n'y a pas là peut-être le cœur de nos interrogations sur l'argent en partance et sur son caractère plus ou moins délictueux? Alors de grosses questions pour lesquelles on ne pourra pas avoir des réponses claires et définitives, mais quand même, on est des chercheurs et parfois quand on cherche, on trouve quand même. Et qu'est-ce qu'on trouve? Alors pour répondre à ces questions, 4 intervenants aujourd'hui, que je remercie vraiment d'être là. Comme toujours, c'est la règle, choisis en fonction de leur recherche, et choisis aussi en fonction de cette volonté donc, de parcourir le temps de l'histoire, avec l'idée que l'histoire de l'argent nous renseigne peut-être autant sur aujourd'hui que sur hier. L'histoire comme pédagogie économique. Florent Garnier, vous êtes juriste, historien du droit, et vous allez pouvoir nous parler des foires de Champagne, ça veut dire du début, en fait, un peu de notre histoire. Daniel Velinov, moderniste, comme on dit, ça veut dire du XVIe au XVIIIe siècle. C'est la suite de l'histoire, le moment où l'État, justement, où le souverain devient absolu et commence à vouloir vraiment mettre sa marque sur l'argent. Et vous êtes, je le rappelle,
depuis peu, mais bienvenue en France, recruté au CNRS comme chercheur à temps plein. C'est une bonne chose pour la recherche. On passe au versant plus contemporain avec Youssef Cassis, que je remercie d'être venu exprès de Florence, en Italie, puisque Youssef est professeur d'histoire économique à l'Institut universitaire européen de Florence, avec comme spécialité les capitales du capital, c'est-à-dire justement cette histoire de l'argent qui circule, de l'argent contemporain, notre première mondialisation du 19e siècle au 20e siècle. Et puis enfin, last but not least, comme on dit parfois en histoire financière, Christian Chavagneux, qui est un chercheur, incontestablement aussi, comme nous tous, il n'y a pas de statut particulier, et qui, vous le savez par ailleurs, on dirait qu'on ne le présente plus, mais on le présente quand même, Christian Chavagneux, qui est rédacteur en chef, éditorialiste en tout cas, à Alternative économique, et qui est un spécialiste pour avoir publié sur ces questions de notre période très contemporaine, un des observateurs les plus scrupuleux de ces paradis fiscaux, par exemple, qui aujourd'hui font beaucoup parler d'eux, et ce n'est pas naturellement sans incidence. Alors comment on va procéder ? Ce n'est pas un colloque, hein, donc on ne va pas parler tout le temps, mais quand même, je crois que c'est bien dans un premier temps que chacun, pendant 9-10 minutes, ait le temps de parler, parce qu'on n'est pas à la télé, donc c'est bien qu'on ait le temps quand même, vous voyez, de poser les choses. Alors, qu'il n'y ait pas uniquement des faits, mais qu'il y ait aussi des idées. On va s'efforcer les uns après les autres dans l'ordre chronologique de faire passer des idées. Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme grille d'interprétation, comme analyse ? Et on aura le temps ensuite de débattre un peu entre nous, parce qu'on n'est pas tous d'accord, heureusement, ce serait sinistre sinon. Et puis il nous restera un peu de temps quand même à la fin, j'y tiens, une vingtaine de minutes pour échanger avec vous. Donc toutes les questions qui, chemin faisant, vous viennent à l'esprit, surtout les questions idiotes. N'hésitez pas à les poser, parce que c'est celles qui sont finalement les plus intéressantes. Questions de compréhension, questions d'ignorance. On essaiera d'y répondre le mieux qu'on peut. Ça vous va ? On essaie de marcher comme ça ? C'est un contrat un peu. Alors sans plus tarder, je passe la parole à Florent Garnier, professeur donc à l'Université de Toulouse, pour nous parler des débuts du Moyen-Âge et de l'argent qui bouge au Moyen-Âge. Merci, cher Christian, et merci de cette aimable invitation également à l'IGPDE qui organise cette rencontre. Alors, vous avez évoqué un voyage, l'argent en partance, un voyage dans le temps, dans l'espace, et donc je vous propose de vous amener très rapidement, 9-10 minutes, pour essayer de nous plonger dans le cours de la période médiévale. Alors, préalablement, je crois qu'il faut rappeler et s'inscrire dans les pas, notamment de l'un de nos grands médiévistes français, Jacques Le Goff, qui disait qu'il fallait accepter de comprendre les hommes du passé comme différents de nous. Je crois qu'il faut partir de là, notamment lorsque l'on évoque cette question de l'argent. En effet, l'argent va être, d'une certaine manière, mis en débat au cours de cette période, mis en débat parce qu'on s'interroge sur son utilisation dans le cadre, vous le savez sans doute, de l'usure, du prêt relatif à l'argent. Alors, il faut se replonger dans ce contexte-là, médiéval, et de valeurs qui sont véhiculées, qui sont celles de la société médiévale, et notamment l'une des premières valeurs qui structure la société, c'est pas l'argent, c'est la notion de caritas, de charité, qui est très importante. Et les historiens se sont intéressés à ces questions-là, et il va y avoir un renouveau de la réflexion également autour de cette idée-là. Augmentation de la richesse, en lien avec l'activité économique, commerciale, mais aussi développement, on le sait, d'une pauvreté nouvelle qui s'inscrit dans la lignée notamment de saint François d'Assise. Alors, notion de charité, cette relation d'amour, d'amitié qui établit ce lien entre le divin et les hommes, mais également entre les hommes. Et dans ce contexte, eh bien, on voit se développer reprendre une activité économique. Et j'aimerais attirer votre attention sur 2 points, pour essayer de structurer mon propos. On va se placer dans ce contexte-là, dans ce que l'on appelle le beau XIIIe siècle, le long XIIIe siècle de l'argent, où se développent, elles sont déjà apparues, je vais y revenir, mais se développent principalement ces foires de Champagne, ces fameuses foires de Champagne. En effet,
peut dire que ces foires de Champagne, ce sont des marchés qui ont réussi. Il existe, au cours de la période médiévale, de nombreux marchés locaux avec des échanges de biens de manière réduite. Et puis, certains de ces marchés vont avoir une importance beaucoup plus importante. Je crois que c'est un élément à souligner grâce à l'action, grâce à l'initiative de pouvoirs seigneuriaux, les comtes de Champagne en particulier, Thibaut II ou Henri le Libéral notamment. Donc une foire limitée qui va connaître un essor particulier avec deux temps. Un premier temps du XIe jusqu'au milieu du XIIIe siècle, où on a là un centre d'échange, de production, des draps, des biens qui viennent d'Italie, divers et variés. Centre d'échange, de marchandises, de rencontres de marchands, progressivement, qui viennent d'horizons différents. Et ces marchands, ils sont amenés, comme pour tout commerce, à également, bien évidemment, régler leurs échanges par des monnaies diverses et variées. Une première question qui va se poser, c'est celle du change de ces monnaies. Et puis, dans un deuxième temps, en lien avec ces échanges de plus en plus importants, ces foires de Champagne deviennent un centre de transactions financières, une place de marché financier, entre guillemets, pour l'époque. Alors, cela est possible parce que ces pouvoirs, les comtes de Champagne, et puis ensuite le roi de France, vont permettre la venue de ces marchands, de ces biens. Ils vont sécuriser. Ça, c'est un élément important, une sécurité qui va être assurée pour leur permettre de venir et d'être protégés lors de leur venue dans le cadre de ces foires de Champagne. Donc ces foires de Champagne vont permettre ce développement, cette mise en relation de produits, d'hommes, de ces marchands, mais aussi le développement, je crois que c'est un élément qui peut nous intéresser et qui va être revu par la suite, échange de techniques, développement de techniques financières, techniques liées au prêt notamment, avec la lettre de change en particulier. Lettre de change qui a des origines plus anciennes, mais qui se formalise notamment avec des notaires génois XIIe, XIIIe siècle et qui va se développer dans le cadre de ces foires de Champagne. Alors, dans ce cadre-là, on a des échanges qui s'organisent, qui se développent, et une place financière qui est très importante dans ces 4 villes de Champagne, Troyes, Provins, Lagny et Bar-sur-Aube. Et tout au long de l'année, il y a un cycle de foires qui permet ainsi le développement de cette activité économique, ces échanges financiers, et également, je suis juriste, le développement d'un droit particulier pour ces marchands, des coutumes, droit des marchands spécifiques, adaptés en lien avec le développement de ces échanges. Alors, ces foires, elles vont décliner à partir du milieu du XIVe siècle. D'autres lieux vont recueillir ce trafic, ces échanges commerciaux. Et de ces foires, notamment, eh bien, on va garder l'habitude de cette circulation de l'argent. Cette circulation de l'argent va devenir un enjeu de plus en plus important pour les marchands, ces personnes privées, bien évidemment aussi pour le pouvoir royal. Et ce pouvoir royal va prendre position de la manière suivante, en partie, pas uniquement. Il va chercher à réglementer, contrôler d'une certaine manière la sortie du numéraire, la sortie de métaux précieux, de l'or, de l'argent en particulier. Donc il y a un certain nombre d'ordonnances qui sont ainsi édictées par le pouvoir royal, XIIIe, XVe, XIVe siècle, pour contrôler cette sortie d'argent. Mais le fait d'édicter ne dit pas que cette ordonnance soit appliquée. Il faut des moyens aussi pour contrôler cette sortie d'argent qui n'existe pas toujours. Il peut y avoir, on y reviendra peut-être, je crois, tout à l'heure, un intérêt aussi pour le pouvoir royal à, d'une certaine manière, autoriser malgré tout la sortie d'un certain nombre de biens. Mais certains
individus, certains marchands vont utiliser ce système mis en place. Et pour terminer, peut-être le temps qui m'est imparti, j'évoquerai une figure connue, pas très loin d'ici, Jacques Coeur, notamment au XVe siècle, qui a profité de ce système, utilisé ce système à la fois lié à la circulation de l'argent, à une forme de spéculation relative à l'argent, en lien avec le système fiscal aussi, et il est, permettrait l'expression, d'une certaine manière, au cœur du système, puisqu'il est l'argentier du roi, notamment, et c'est lui qui doit approvisionner le pouvoir royal, un certain nombre de biens précieux, liés aux besoins de la maison du roi. Et c'est lui qui va, notamment, un auteur, Michel Moulin, évoque l'esprit d'entrepreneur de Jacques Coeur, c'est lui qui va organiser, développer le commerce avec d'autres parties du monde. Et on a là une ouverture avec ce que l'on appelle une économie interconnectée avec d'autres horizons qui ont un développement économique, commercial, monétaire très important, qu'il s'agisse du Levant, mais aussi de l'Asie, de la Chine en particulier, au XIIIe, XIVe siècle notamment. Et on est dans une situation où, partie occidentale, du point de vue de l'argent, on a ce qu'on appelle du bimétallisme, de l'or et de l'argent, avec un grand besoin d'or. On a une situation de famine d'or, on manque d'or, alors que dans la partie orientale du monde, là c'est l'inverse, et notamment en Chine, il y a un monométallisme, un seul métal, c'est l'argent, et il y a une famine d'argent. D'où une circulation qui va s'organiser, qui va se développer, de l'argent qui part de l'Europe et qui va être échangé contre de l'or, des épices aussi, venant de l'Orient. Et Jacques Coeur est au cœur du système parce qu'il va utiliser ce déséquilibre. Il va utiliser ce déséquilibre, notamment par le biais de ce commerce, et surtout, lors de sa chute en 1451, et le procès qui lui sera fait, c'est deux des chefs d'accusation. Le premier, c'est de ne pas avoir respecté l'interdiction de sortie du numéraire, pas avoir respecté la réglementation royale, et d'autre part, d'avoir utilisé un certain nombre de lingots d'argent frappés par le pouvoir royal, de l'avoir, d'une certaine manière, diminué, notamment son aloi, la valeur, et de pouvoir ainsi spéculer sur la différence, sur la production qu'il va faire de Rhodes, notamment, des lingots qu'il amène en Asie, et il va jouer sur la différence de taux, de rapport entre ces deux valeurs. Donc cet argent, il circule, et il va être là au cœur des intérêts, d'enjeux importants, à la fois pour le pouvoir royal, pour des personnes privées. Et il y a cette imbrication forte, cette interconnexion qui, me semble-t-il, est importante et qui permet de voir un certain nombre de premiers éléments. Oui. Merci beaucoup, Florent. Moi, je trouve intéressant de montrer que, finalement, pour un Jacques Coeur au Moyen-Âge, comme pour un Soros dans les années 90, mieux vaut qu'il y ait plusieurs monnaies. Parce que c'est la source de profit, d'arbitrage entre les différences monétaires. Est-ce que cette réalité se poursuit à l'époque moderne ? Je me tourne vers Daniel Velinov pour nous en parler. Oui, bonjour. Alors pour l'époque moderne, c'est comme pour l'âge médiéval, il y a plusieurs instruments de paiement. Dans la monnaie, on est un. Donc la monnaie réelle, les pièces de monnaie, faites de métaux. Est-ce que ça marche ? Oui, faites de métaux précieux. Ensuite, il y a des monnaies fictives. Il y a des monnaies de compte, okay, qui correspondent à une certaine quantité de monnaie réelle. Et ensuite, il y a un instrument de paiement particulier qui sert à effectuer des paiements à l'étranger ou à grande distance, qui est la lettre de change. Alors, les monnaies réelles, les pièces de monnaie, relèvent du souverain. Ils sont fabriqués dans les ateliers monétaires des souverains.
Ensuite, les monnaies réelles, comme par exemple à Lyon, l'écu de marque, sont souvent la création des marchands banquiers eux-mêmes pour se prémunir, par exemple, contre des dévaluations de monnaie réelle décidées dans le cadre d'une politique monétaire par les souverains. Ensuite, les lettres de change. Donc, pour vous illustrer, je choisirai un exemple. Alors, imaginez-vous d'être à Venise. Vous voulez acheter des fameuses toiles flamandes. Alors, donc à ce moment-là, vous allez au Rialto. Il y a le pont du Rialto et à côté, il y a une place du Rialto qui est la bourse. La bourse n'est autre chose qu'un rassemblement quotidien des opérateurs de la place. Vous y allez et vous achetez une lettre de change tirée sur envers, qui est payable à envers. C'est-à-dire que vous trouvez, par l'intermédiaire d'un courtier, vous trouvez un vendeur d'une lettre de change, vous lui donnez une valeur en monnaie de compte vénitienne, les ducats. Donc vous achetez une lettre de change et donc une lettre de change, c'est une fiche de papier petite comme ça, émise, délivrée par le tireur qui reçoit vos ducats et qui a un ordre de paiement à son correspondant à Anvers de payer votre correspondant en monnaie valable ou qui est en cours à Anvers. C'est-à-dire, donc, toujours à Venise, vous avez donc une lettre de change qui a un ordre de paiement. Vous écrivez une petite lettre à votre correspondant à Anvers. Et dans cette lettre, vous joignez la lettre de change. Vous allez à l'office postal. Dans une petite semaine, elle arrivera par la poste délivrée à Anvers à votre correspondant. Votre correspondant, donc avec la lettre de change, se présente à la bourse d'Anvers au correspondant du tireur et se fait payer de la contre-valeur en monnaie de change ayant cours à Anvers, la livre flamande. Et avec ces livres flamandes, ensuite, il peut effectuer l'achat de toiles et les envoyer à Venise. Okay? Donc, en gros, le fonctionnement d'une lettre de change. Alors, le système cambiaire, il se développe d'abord en Toscane et à Gênes au cours du XIIIe siècle et tentaculaire, il est en continuelle expansion au cours du bas Moyen-Âge et de l'époque moderne pour couvrir un peu toute l'Europe centrale et occidentale, donc de Londres jusqu'à Venise, Vienne jusqu'à Stockholm au XVIIIe siècle. Vous pouvez, dans un système réticulaire, faire circuler des lettres de change et effectuer des paiements à longue distance. Et ces lettres de change, donc, relèvent d'une émission d'argent privé. D'accord ? Donc, d'où vient le profit ? Alors, on peut s'en servir, tout dépend de comment on s'en sert. On peut s'en servir pour faire effectuer des achats à l'étranger de marchandises. Mais on peut aussi s'en servir pour spéculer sur le cours du change à l'étranger. Donc, on peut envoyer son argent de Venise à Anvers, donner l'ordre à son correspondant à Anvers d'acheter avec la valeur des lettres de change sur Londres, ensuite les rapatrier de Londres à Venise. Et si on a bien spéculé sur l'évolution des cours du change dans l'année, on peut avoir fait un profit. D'accord ? Alors, les frontières. Alors, bien sûr, les frontières, dans ce cadre-là, servent à générer un profit parce que la lettre de change, c'est un instrument à faire pour effectuer des transferts d'argent, sans courir le risque et les frais d'un envoi de métaux précieux, mais elle contient le risque de faire une mauvaise spéculation. Mais normalement, ça génère toujours un profit qui, en moyenne, on a calculé, qui est en moyenne quand même supérieur à la rente, l'autre investissement à longue durée à cette époque.
Alors, est-ce que c'est légal? Alors, la question relève de l'Église. Parce qu'au Moyen-Âge, comme à l'époque moderne, normalement, dans la plupart des pays, il y a une interdiction d'usure, de prendre de l'intérêt. Alors, les marchands banquiers, pour contourner cette interdiction, ont créé ce système cambiaire en incluant dans les cours du change un taux d'intérêt. Okay? Alors, on voit ce taux d'intérêt à l'œuvre lorsqu'on compare les cours de change de lettres de change à échéances différentes. C'est-à-dire une lettre de change tirée de Venise sur Anvers payable à 3 mois aura un autre cours du change que si elle était tirée à 6 mois. D'accord? Donc, le cours du change cache un taux d'intérêt. Donc, ils ont contourné cette interdiction, surtout en Italie, d'où le système est né, en incluant un taux d'intérêt dans le cours du change. Alors, souvent, beaucoup de contemporains n'ont pas été dupes. Et donc, on demandait aux facultés de théologie de statuer si ces pratiques étaient licites ou pas. Et le résultat, c'était normalement pratique licite. Alors, licite ou illicite? Alors, pour les marchands banquiers eux-mêmes, cette question, si c'était, donc une fois que ça a été sanctionné par l'Église, si c'était licite ou pas licite, ça jouait peut-être, c'était pas une question de premier plan pour eux. Pour eux, ce qui comptait, c'était l'évolution des marchés. Alors, une situation de marché, il y avait 2 situations de marché. Soit il y avait une étroitesse de métaux précieux, soit il y avait une largesse. Strettezza, et il comparait ça à une main. Si la main est ouverte, il y a une largesse. Et à ce moment, il faut acheter. Il faut acheter de l'argent. La main est ferme, clos. À ce moment-là, il y a une étroitesse et il faut vendre parce que c'est cher. Donc, c'est les lois de l'offre et de demande qui les concernaient ou qui les préoccupaient. Ensuite, ce qui importait pour eux, c'est d'identifier des variations saisonnières. Alors, ils comparaient ça, par exemple, à des vols d'oiseaux migratoires. Okay? Donc, pour eux, donc, il est vain et impossible de vouloir interdire la circulation de l'argent parce qu'on ne peut pas faire obstruction à la migration des oiseaux, ou bien aussi une autre comparaison, c'était l'eau. Donc, s'il y a un déséquilibre de l'eau, ça va toujours finir par se régler. Et il est impossible d'essayer de faire obstruction à ce rééquilibrage entre 2 niveaux. Oui, c'est intéressant, c'est le moment où le marché est comparé à la nature. C'est quelque chose de naturel, il n'y a pas à agir dessus. Et cette époque que tu nous décris, Daniel, c'est celle de l'émergence des premiers traders, en fait, on peut dire, qui commencent, vous voyez, à calculer des variations, des régressions. Et je trouve intéressant qu'à l'époque moderne, on nous lègue justement cette tension entre la monnaie, tu disais, privée, qui ne dépend pas des États, et la monnaie gouvernée par les États. Et ça, cette tension, le 19e siècle va devoir la régler, et il le fait merveilleusement avec les talons or. Et c'est Youssef Cassis qui va nous en parler. Oui. Avant de venir à l'étalon or, peut-être rappeler qu'il y a quand même un changement assez radical qui s'opère avec le tournant du XIXe siècle. Donc après, à la fin des guerres napoléoniennes, et surtout à partir du milieu du XIXe siècle, il y a une explosion des mouvements internationaux de capitaux, une explosion de ce qu'on appelait l'exportation des capitaux ou les investissements étrangers sur une échelle beaucoup plus grande que ce qu'on avait vu auparavant, du fait de la révolution industrielle, du fait de l'enrichissement des premières nations industrialisées, la Grande-Bretagne, et puis la France, et puis des petits pays, la Belgique et d'autres. Et c'est également un changement qualitatif important avec la façon dont s'exportent les capitaux
et là où ils vont, pour être très bref, cet argent en partance, il part surtout vers ce qu'on appelle aujourd'hui les économies émergentes, c'est-à-dire essentiellement des zones tempérées en développement. Le plus gros importateur de capitaux avant la Première Guerre mondiale, c'est très nettement les États-Unis. Et puis il y a d'autres gros importateurs, la Russie, le Canada, les pays d'Amérique latine, Argentine, Brésil, et puis l'Australie, et puis derrière des pays moins développés comme l'Empire ottoman ou l'Égypte ou d'autres pays africains. Donc c'est là que partent les capitaux de façon tout à fait légale. La raison pour laquelle ces capitaux partent, c'est qu'il y a d'un côté un surplus, pour faire très simple, et de l'autre côté une demande, un manque de capitaux. Et donc les capitaux qui sont abondants en Grande-Bretagne et en France, puis plus tard en Allemagne et dans les petits pays riches, vont là où il en manque, aux États-Unis, quoique ça change à partir de 1900, et dans les autres pays que j'ai nommés. Et ils vont surtout se placer dans deux grands domaines, des États qui ont besoin d'emprunter, qui sont en déficit pour diverses raisons, dépenses excessives, des guerres qu'ils doivent financer, des travaux d'infrastructures, et donc dans les emprunts d'État, ou bien gros absorbeurs de capitaux étrangers sont les travaux d'infrastructure, et en tout premier lieu les chemins de fer. Donc voilà où ça part. Alors, la question du taux de change ne se pose pas vraiment à ce moment-là, parce que les taux de change sont fixes. C'est la période, à partir des années 70, où le système monétaire international est connu sous le nom d'étalon or, c'est-à-dire que les différentes monnaies, en tout cas dans les pays avancés, ont un taux de change fixe par rapport à l'or, et donc, par voie de conséquence, les unes par rapport aux autres. Chaque monnaie, pas toutes dans la pratique, mais en théorie, on peut se présenter à la Banque centrale et obtenir l'équivalent or de la valeur du billet de banque. C'est en tout cas ce que fait la Banque d'Angleterre. Un peu moins la Banque de France qui donne des fois de l'argent plutôt que de l'or. Mais enfin, les taux sont convertibles. Il y a des fluctuations minimes entre les monnaies qui sont surtout liées au coût de transport de l'or, s'il faut transporter de l'or. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de possibilité de spéculer sur les monnaies à ce moment-là. Il y a, il faut bien le dire, un système. On s'est beaucoup interrogé pour savoir comment il a pu fonctionner, comment on a réussi à avoir pendant une quarantaine d'années une relative stabilité des prix et des taux de change. Le fait est, bon, je ne vais pas m'arrêter là-dessus maintenant, mais le fait est que ça a marché. Et donc c'est un peu l'âge d'or de l'exportation des capitaux, l'âge d'or de banquiers, hein, qui sont les intermédiaires entre cet argent qui part et les gens qui placent leur argent, parce que les investisseurs, ces capitaux exportés, ce sont surtout on va dire des petits capitalistes. Il y en a des gros aussi, mais il y a des épargnants de la bourgeoisie moyenne qui placent leur argent dans des emprunts étrangers. Bon, c'est bien connu que les Français ont mis beaucoup d'argent dans les emprunts russes. Je ne vous apprends rien avec ça. Mais en fait, il y en a qui ont acheté des titres de chemin de fer américains. Puis, c'est aussi le début de sociétés d'investissement qui permettent à des petits épargnants de diversifier leurs placements en achetant des titres d'une société qui, elle, diversifie dans... Voilà. Alors là, la guerre va changer pas mal de choses. La guerre va changer pas mal de choses. D'abord, un peu avant la guerre, et surtout pendant la guerre et au lendemain de la guerre, il y a une série d'impôts qui vont soit être introduits, soit être augmentés. Et donc la question fiscale et la question d'échapper à des charges fiscales qui étaient relativement limitées avant-guerre se pose. Et donc il y aura d'autres raisons pour placer de l'argent à l'étranger. Deuxièmement, la guerre va introduire un phénomène qui va durer jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'aux années 90, l'inflation. L'inflation est forte d'une part, mais aussi elle est différente selon les pays. Et troisièmement, le système monétaire international va exploser, le gold standard, le talon or va être suspendu pendant la guerre, rétabli de façon plus ou moins plutôt difficile dans les années 20, puis va encore
s'effondrer complètement dans les années 30. Alors là, on a disons, l'entre-deux-guerres une période qui change, où les capitaux qui sont en partance, en mouvement, sont d'une autre nature. D'abord, ils sont plus à court terme. Avant-guerre, on plaçait son argent dans des titres d'une grande compagnie de chemin de fer argentine qu'on pouvait garder 20 ans. Là, les capitaux bougent très fortement. L'inflation, les fluctuations de taux de change font que très rapidement, vous savez certainement qu'en Allemagne, en 23, il y a un phénomène d'hyperinflation où le dollar qui valait 4 marques 20 avant la Première Guerre vaut 4 000 milliards de marques en novembre 23. Mais disons, dans la phase durant laquelle la valeur du marque se dégrade, la défense des gens, gros ou petits épargnants, c'est d'acheter une monnaie étrangère, de placer tout de suite ces marques en livres, en dollars, en francs suisses, en florins néerlandais. Et donc vous avez beaucoup de mouvements des capitaux de ce type-là. Vous avez une instabilité non seulement monétaire mais également politique qui entraîne des épargnants à vouloir plutôt placer leur argent à l'étranger. Donc on a un type ça continue bien sûr les placements à long terme, ça ne s'arrête pas complètement. Ils partent plus des États-Unis que d'Angleterre, beaucoup moins de France. Mais il y a encore ce type d'investissement. Mais les mouvements de capitaux à long terme dictés par les incertitudes monétaires, politiques et l'augmentation de la fiscalité donnent une tournure nouvelle à cette période très troublée sur tous les plans, y compris sur le plan monétaire. Et là, il se produit effectivement alors des spéculations sur le change, des spéculations par exemple à la baisse. Donc si vous avez... ce qui se passait avant la Première Guerre, c'est qu'il y avait une quasi-certitude que les taux de change restaient fixes. Dans l'entre-deux-guerres, des doutes s'introduisent, dans les années des doutes s'introduisent. Et donc, si vous spéculez à la baisse sur une monnaie, eh bien, il y a une pression sur cette monnaie. La réaction des autorités monétaires, c'est soit d'augmenter très fortement les taux d'intérêt pour la défendre, et donc de pénaliser l'économie nationale, ou alors de dévaluer, et donc les spéculateurs à la baisse ont gagné. Donc il y a une lutte entre autorités monétaires et spéculateurs, par exemple dans le cas de la France, en 24, puis en 26, donc il y a une série d'épisodes qui se produisent. Et puis, alors, la Deuxième Guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, pour terminer ce survol, les choses sont encore un peu différentes. Vous avez un nouveau système monétaire, toujours de taux de change fixe, qui est installé à Bretton Woods en 1944. Mais là, il y a alors des restrictions qui sont mises à l'exportation de capitaux. La priorité est donnée, surtout en Europe, à la reconstruction après les dévastations de la guerre. Et donc il y a des contrôles de change, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transférer librement son argent à l'étranger, à part dans quelques pays, les États-Unis, la Suisse, mais dans les pays européens jusqu'à 1958, il y a un contrôle complet. À partir de 1958, il y a une libéralisation pour les opérations commerciales. Et donc là, on a une phase où l'argent part beaucoup moins. Hein, il reste beaucoup plus à domicile. En tout cas, dans les pays où il y a les capitaux, ils en ont besoin sur place. Et je vais terminer juste avec une ouverture qui se produit tout à la fin des années 50 et au début des années 60 dans le cadre très réglementé des mouvements de capitaux jusqu'aux années début des années 70. C'est l'émergence qui est connue comme étant les euro-marchés, les euro-dollars, c'est-à-dire des dollars qui se trouvent en Europe et qui sont utilisés par des banques européennes, mais également par des banques américaines qui viennent ouvrir des gestes en Europe, pour des gros prêts interbancaires, mais également pour des émissions de titres, pour des émissions d'obligations. Et là, vous avez, peut-être pour terminer avec ces questions fiscales, les euro-obligations, Eurobonds, comme on les appelait, dont la première a lieu à Londres en 1963, se font aux porteurs et sans donc ceux qui les achètent aient à le déclarer. Et donc là, on a un cas où elles sont achetées légalement, mais il y a déjà un début, en tout cas, on ne va peut-être pas dire de fraude, mais d'évasion fiscale de la part notamment de la part des banques suisses qui en achètent massivement et qui le replacent parmi leur clientèle, ou de la part d'épargnants de petits pays qui évitent ainsi le fisc en plaçant leur argent dans des euro-obligations
donc aux porteurs. Et c'est un marché qui va prendre une expansion énorme et qui, à mon sens, je ne sais pas, tu es d'accord, qui, à mon sens, est à l'origine de l'explosion de la deuxième mondialisation qui démarre avec la fin des taux de change fixes en 71-73 et qui alors prend une expansion encore beaucoup plus grande dans les années 80-90 jusqu'à la débâcle de 2008. Ce freinage de la circulation de l'argent et la croissance économique, l'industrialisation, il faut poser la question. Mais c'est des problématiques très contemporaines et je pense que Christian Chavagneux va pouvoir nous en parler plus précisément. Tu as la parole. Si tu permets, je vais faire un petit retour historique avant d'arriver à la période contemporaine pour m'inscrire directement dans le propos de Youssef Cassis. Moi, je m'intéresse aux capitaux qui essayent d'échapper au fisc et à toute régulation publique. On en trouve des marques dès l'Antiquité, des gens qui ne veulent pas payer des impôts. Vous avez des bateaux phéniciens, des marchands phéniciens qui viennent déposer leurs marchandises dans des ports francs, c'est-à-dire dans des lieux où on a le droit de le déposer et de commercer sans payer des impôts. Du temps de l'Empire romain, on trouve que les sénateurs passent un peu trop de temps à faire du commerce au long cours pour gagner beaucoup d'argent. Donc il y a une loi à un moment donné, la Lex Claudia, qui va dire non, vous ne pouvez pas faire ça. Et bien qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont inventer des sociétés écrans. Il va y avoir des prête-noms qui vont jouer pour eux, financer le commerce au long cours. Vous voyez que le Panama n'a pas inventé grand-chose en fait. Quand vous arrivez à la période médiévale, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a l'interdit du prêt à intérêt par l'Église catholique. Et bien évidemment, il y aura beaucoup de prêts à intérêt quand même. On va développer des techniques qui vont permettre de rémunérer l'argent tout en dissimulant la nature de rémunération des prêts. Et ces techniques, honnêtement, quand vous regardez un peu les techniques financières d'aujourd'hui, elles s'inspirent beaucoup de ce qui se faisait à l'époque. Je vais à grands traits, 18e siècle, vous avez Voltaire qui dit si vous voyez un banquier suisse sauter par la fenêtre, sauter derrière lui, c'est qu'il y a de l'argent à faire. Vous avez déjà beaucoup de la noblesse, de l'aristocratie française qui, à l'approche de la Révolution, va dissimuler son argent en Suisse. Mais la période contemporaine, elle trouve ses piliers fondamentaux à la fin du 19e. Vous savez, j'ai balayé comme ça de l'Antiquité rapidement à nos jours pour vous faire voir qu'il n'y a pas eu d'évolution linéaire petit à petit où on s'est dit tiens, on va passer à côté des contrôles publics, puis de plus en plus, puis de plus en plus. Ça a été vraiment sporadique. Il n'y a pas d'histoire linéaire, il n'y a pas de complotisme. Personne n'a décidé qu'on allait développer des canaux pour essayer d'échapper au contrôle public. Notre système moderne de contournement de l'argent des règles publiques, il naît vraiment à la charnière entre la fin du 19e et le début 20e. Il y a trois piliers importants qui vont naître à ce moment-là. Vous avez d'abord des avocats new-yorkais aux États-Unis à la fin du 19e qui vont aller voir le gouverneur du Delaware et qui vont lui dire écoutez, vous avez des problèmes de recettes budgétaires, il vous manque de l'argent, voilà ce que je vous propose. Permettez à toutes les entreprises pour lesquelles je travaille de venir s'inscrire chez vous, sur votre territoire. En échange, ils paieront moins d'impôts. Comme il y a beaucoup de monde qui va venir, vous allez prendre des commissions et vous allez avoir des recettes budgétaires avec les commissions. Et ça marche. C'est ce que font les gouverneurs du Delaware, du Wyoming. Et vous savez qu'aujourd'hui, la grande majorité des grandes sociétés américaines, des grandes multinationales, sont toujours enregistrées au Delaware aujourd'hui, qui devient un paradis fiscal à la fin 19e. Donc, trouver des lieux où le souverain ou l'autorité politique permet de baisser les impôts. Premier pilier. Deuxième pilier, vous avez la grande multinationale de Beers, en 1900, du diamant. En 1900, je vais voir le fisc anglais, il dit écoutez, la de Beers, c'est quoi alors ? C'est des mines de diamants en Afrique du Sud. C'est des gens qui travaillent en Afrique du Sud. C'est des ingénieurs qui travaillent en Afrique du Sud. Je ne suis pas du tout anglais. Pourquoi vous me taxez en Angleterre ? Et donc là, la Cour suprême britannique dit « Ah, mais attention, peut-être que tous vos employés, peut-être que tous vos investissements sont là-bas, mais la décision stratégique est à Londres. Donc vous êtes anglais, donc je peux vous taxer. » Egyptian Delta Land, qui est une société immobilière, entend ce jugement et dit ben voilà ce qu'on va faire. Elle fait de la spéculation immobilière en Égypte, d'où son nom. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle crée un faux conseil d'administration en Égypte. Elle crée une fausse direction en Égypte. Elle va voir la Cour suprême, elle dit, voyez, moi je suis en fait, oui, il y a des capitaux britanniques, mais je suis égyptien, donc je ne dois pas être taxé. Et là, la Cour suprême anglaise dit, oui, c'est tout à fait ça. La résidence fictive est née, le principe de la résidence fictive. En fait, vous êtes d'un pays, mais vos capitaux vont être enregistrés dans un autre pays. Ça, c'est le deuxième pilier. Et puis le dernier pilier, c'est un peu grâce à la France,
Alors le secret bancaire, il existait en Suisse, CF Voltaire, la citation de Voltaire tout à l'heure, mais le secret bancaire suisse, il n'est pas encore très bien protégé. En 1932, fin 1932, le gouvernement d'Édouard Herriot arrive à mettre la main sur une dénonciation sur la banque suisse qui vient de Bâle et qui fait de la fraude fiscale au profit de grands industriels français et de personnes riches en France. Et il y a un commissaire qui arrive, paf, il met la main, il y a des personnes qui attendent là, il met la main sur des carnets. Et là, il y a le Arnaud Montebourg de l'époque, qui s'appelle Fabien Albertin, qui arrive avec un ancien avocat qui est devenu député. Il arrive à la tribune et il dit « Monsieur le Président, j'ai une copie des carnets. » Il commence à donner les noms du patron, des grands patrons de presse, des grands industriels et qui ont fraudé le fisc. Et là, le fisc français fait pratiquement craquer les deux représentants à Paris de la Banque de Bâle et ils vont presque donner tous les noms. Et là, les autorités suisses se disent non, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc passe la fameuse loi bancaire de 1934 dont un article dit si vous donnez n'importe quel banquier suisse, du balayeur jusqu'au PDG d'une banque suisse, donne la moindre information au fisc suisse et a fortiori à un fisc étranger sur les clients, vous finissez en prison. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de mes confrères suisses, jusqu'à récemment, ne mèneront jamais d'enquête sur les pratiques douteuses des banques suisses parce que sinon ils finissaient en prison. Donc là, on a le secret bancaire, qui est le secret fiscal, à des fins fiscales, qui est le troisième pilier. Moins d'impôts, la résidence fictive, le secret bancaire. On a tout ça qui se met en place. Beaucoup de petits pays commencent à copier la législation suisse, mais ça va tout doucement. Il y a la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, tout recommence pour la période moderne à partir de 1958. Là, la Banque d'Angleterre, qui est censée régir, contrôler les capitaux en Angleterre, va s'entendre avec les grands banquiers de la City pour dire quoi ? La période de domination de l'Angleterre est terminée. La période de domination de la livre est terminée. La grande monnaie qui joue, donc je m'inscris complètement dans ce qu'a dit Youssef Cassis juste avant, la grande monnaie internationale qui va jouer un rôle important, qui joue déjà un rôle important, c'est le dollar. Et là, les grands banquiers de la City et la Banque d'Angleterre se disent « Ok, la livre sterling a perdu sa puissance, mais est-ce qu'on ne peut pas être le lieu où tous ces dollars qui circulent en dehors des États-Unis, eh bien, ils viendraient faire leur business sur notre territoire. Nous, tous ces dollars qui sont déposés et prêtés en dehors des États-Unis, ce qu'on appelle les euro-dollars, rien à voir avec l'euro, c'est juste qu'ils circulent en dehors de leur territoire d'origine. Si on était le lieu où ce business se faisait, eh bien, on pourrait gagner beaucoup d'argent. Et là, quand on dit, mais qui va réguler cette finance ? Eh bien, les Anglais disent, c'est du dollar, je ne peux pas. Les Américains disent, c'est du dollar, mais ce n'est pas chez moi, je ne peux pas. Et donc, commence à se développer cette finance offshore, c'est-à-dire en dehors de tout contrôle public, dont on voit qu'elle commence vraiment à grimper de manière importante à partir de la fin des années 60. Il y a un rapport de la Banque des règlements internationaux, qui est le club des banquiers centraux, qui dès 75-76 dit « Tiens, c'est bizarre ». Il y a beaucoup d'argent qui circule dans des tout petits territoires. Les masses d'argent internationaux qui circulent sont disproportionnées par rapport à ces petits territoires. Il se passe des choses bizarres, il va falloir regarder ça de près. Et en fait, il faudra attendre les années 90 pour qu'on commence à regarder ça de près. Quelques tentatives au niveau international pour réguler, ça ne marche pas. Bush arrive au pouvoir, il met tout par terre. Et il va falloir attendre la crise de 2007-2008 pour qu'on essaye enfin de lutter contre cette finance offshore. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui ? Bien sûr, quand on parle de paradis fiscaux, cet argent en partance, ça veut dire que ça prend des recettes fiscales. Mais ce n'est pas le seul problème. Alors, sur les recettes fiscales, il y a les particuliers et les entreprises. Les particuliers, vous avez la meilleure ONG mondiale qui lutte contre les paradis fiscaux, elle est britannique. Elle s'appelle le Tax Justice Network. Vous pouvez aller faire un tour sur leur site, c'est tout en anglais. Mais ils sont vraiment brillants, sont de grands analystes. Et un de leurs spécialistes a fait un calcul, il nous dit qu'il y a 26 000 milliards de dollars qui sont dissimulés aujourd'hui dans les paradis fiscaux, qui servent à peu près 0,14% de la population active. Donc c'est vraiment, ces territoires, c'est un facteur de renforcement, d'accroissement des inégalités. Quand vous regardez les LuxLeaks, quand vous regardez les Panama Papers, les SwissLeaks, quand vous regardez les particuliers, alors oui, il y a des monsieur et madame Bettencourt, il y a des gens très très riches, mais vous apercevez qu'il y a depuis la fin des années 90, début des années 2000, une forme de démocratisation, si je puis dire, de l'utilisation des paradis fiscaux. Vous trouvez des patrons de PME, des cas de sub, des petits commerçants, des professions libérales, des consultants, et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, des années 30 à aujourd'hui, toujours des hommes d'église qui ont trouvé une voie beaucoup plus rapide pour aller au paradis. Du côté des entreprises, vous prenez une géographie qui n'a aucun sens grâce au transfert artificiel. Vous savez, quel est
Quand toutes les multinationales du monde entier viennent investir en Europe, dans quel pays elles vont en priorité? Au Luxembourg. Prenez le pays qui investit, dont les grandes multinationales investissent le plus dans le reste du monde. Quel est le pays? Le Luxembourg. Non, bien évidemment, le Luxembourg n'est pas une grande puissance industrielle sous-estimée avec de grandes multinationales. On est uniquement dans le transfert artificiel. Si c'est enregistré au Luxembourg, ça veut dire que c'est contrôlé, peut contrôler, taxé, peut taxer, mais l'argent n'est pas au Luxembourg. Il y a la CNUSET, qui est une grande institution internationale, qui a fait une étude, qui a regardé de près, vraiment, en disant on va supprimer tout ce qui est artificiel, on va regarder dans les mouvements de capitaux qui rentrent et qui ressortent du Luxembourg, qu'est-ce qui correspond à l'activité réelle. Ils ont trouvé quoi? 8% des investissements qui sortent du Luxembourg pour aller dans le reste du monde, c'est des activités réelles. 5% de ce qui rentre, c'est des activités réelles. Tout le reste, c'est de l'artificiel. Alors, moi, dans le travail que j'ai fait avec Ronin Palan, qui est un chercheur britannique, et puis quand on regarde la CNUSET, quand on regarde tout ce qui sort à droite à gauche, et je regarde un peu toutes les études qui sortent au niveau mondial, on ne tombe pas sur ces chiffres aussi forts, on tombe à peu près sur 30%. 30% de la mondialisation des grandes entreprises correspond à des transferts artificiels. Donc à chaque fois que vous entendez parler de mondialisation économique, enlevez 30% parce qu'elle est surévaluée de 30%. C'est un passage de frontière. Il me reste encore 2 minutes, Olivier, ou pas? Oui, quand tu dis artificiel, tu veux dire spéculatif pur. Non, je ne veux pas dire spéculatif. Je veux dire que on nous dit que Apple a fait beaucoup de bénéfices en Irlande. C'est faux. Les bénéfices ont été réalisés en France et en Allemagne et en Italie, mais par différentes techniques, ils sont transférés artificiellement en Irlande. Comment? Un jeu d'écriture. En fait. Un jeu d'écriture comptable, tout à fait. C'est un jeu d'écriture comptable. Ce jeu d'écriture comptable, bien évidemment, il ne se passe pas facilement. C'est toute une industrie. Donc, c'est une industrie du franchissage de frontières qui récolte beaucoup d'argent en 3 étapes. D'abord, il faut faire disparaître l'argent. Là, vous avez un chef de chantier, vous avez un maître d'œuvre. Généralement, c'est un banquier qui fait ça, ou un grand cabinet de fiscalistes qui doit trouver un comptable, un fiscaliste, un financier, etc., qui doit regrouper toutes les compétences, tous les petits artisans qui vont vous permettre de faire disparaître l'argent. Ensuite, il ne faut pas se faire prendre. Et c'est là qu'on a le Panama, par exemple. Comment ne pas se faire prendre? On crée des sociétés écrans. On crée plusieurs empilements de sociétés écrans. Rappelez-vous l'affaire Cahuzac. Jérôme Cahuzac, quand il sent que ça commence à sentir mauvais, il transfère à Singapour son argent de Suisse à Singapour. Mais l'argent n'est pas au nom de monsieur Cahuzac, compte à Singapour. C'est une société panaméenne qui est elle-même actionnaire d'une société des îles Vierges britanniques, dont la direction est une autre société panaméenne, etc., etc. On empile les couches d'opacité pour essayer d'échapper aux contrôleurs. Et bien évidemment, plus c'est opaque, plus c'est cher à payer. Et puis enfin, il faut faire fructifier l'argent. D'abord, on l'a fait disparaître. Ensuite, on trouve les techniques pour ne pas se faire prendre. Mais l'argent, il faut le faire fructifier. Et là, quand on dit que l'argent est en Irlande, est en Suisse, l'argent n'est pas du tout en Suisse. L'argent n'est pas du tout aux Bermudes, aux Bahamas, tout ce que vous voulez. Lorsqu'on dit que la dette publique française, elle est détenue par un tiers par des investisseurs français, un tiers par des Européens non français et un tiers par le reste du monde. Je pense que ce chiffre est faux. Vous avez beaucoup de Français qui passent par le Luxembourg pour détenir la dette publique française et toucher les intérêts, et sans bien sûr les déclarer. L'argent n'est pas du tout, il est enregistré artificiellement dans ces territoires. Il est bien évidemment dans les grands centres financiers mondiaux. Il est à Londres, il est à New York, il est à Tokyo, etc. Et puis enfin, pour terminer, j'ai dit paradis fiscaux, ça nous pose un problème fiscal, certes, mais ce n'est pas le seul problème que nous posent ces territoires, parce que cet argent qui circule dans les circuits les plus opaques de la finance mondiale, il nous sert aussi à déstabiliser la finance internationale et l'économie mondiale. Alors, je ne veux pas dire que les paradis fiscaux sont la cause de la crise des subprimes, bien sûr, mais ils ont été quand même des gros amplificateurs. Je vous prends 2-3 exemples et j'en ai terminé. L'anecdote, c'est la crise, elle commence à l'été 2007 quand BNP Paribas ferme des fonds d'investissement dont le plus important est Parvest, de fonds luxembourgeois. Mais ça, c'est juste l'anecdote. Plus sérieusement, la Cour des comptes américaine, dès l'été 2008, nous dit la plus grande partie, un peu plus de la moitié, des produits financiers toxiques qui vont nous mettre dans la crise des subprimes, ils sont enregistrés aux îles Caïmans. Tout de suite après, dès l'automne 2007, vous avez la première banque qui va faire faillite à cause de la crise des subprimes, c'est la banque britannique Northern Rock. Vous regardez les comptes de Northern Rock à Londres, vous voyez rien du tout. Il faut se plonger dans les comptes de Granite, qui est sa filiale enregistrée comme association caritative sur l'île de Jersey, pour vous apercevoir que la banque a un endettement de court terme explosif et qu'au moment où il commence à y avoir un peu de tension, les autres banquiers ne veulent plus lui prêter, elle disparaît.
Bear Stearns, la première banque d'affaires américaine qui va faire faillite au printemps 2008. Vous regardez les comptes de Bear Stearns à New York, vous voyez rien du tout. Il faut se plonger dans les comptes de ses filiales, de fonds spéculatifs établis pour moitié à Dublin en Irlande, pour moitié aux îles Caïmans, pour vous apercevoir que la banque a pris des paris complètement fous et qu'elle va exploser. Bien évidemment, Bernard Madoff, tous les rabatteurs, ils se trouvent en Suisse, aux îles Vierges britanniques, etc. Donc les paradis fiscaux, ils nous enlèvent des recettes fiscales, mais aussi ils jouent un rôle clé dans l'instabilité financière internationale. Merci Christian. Ce qui est passionnant à ce stade de notre enquête, c'est qu'on se rend quand même bien compte qu'il y a là quelque chose de nouveau. Parce que même si tu es que parti de l'Antiquité, on voit bien que vers la fin du 19e, début 20e, on change de monde quand même. D'où ces problématiques que tu viens d'énoncer sur la fraude fiscale, sur les paradis fiscaux, dont on ne parle pas avant, vraiment. Pas du tout même. Pourquoi ? Et c'est la question que je voudrais poser. Qu'est-ce qui change ? Moi, j'ai retenu 2 choses, mais c'est des pistes, je pense, devant vous. D'abord, il y a la guerre, quand même, les guerres. Tu l'as dit, ça se joue quand même entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre, où le monde change. La guerre qui déchaîne l'État-nation, le nationalisme jusqu'à la mort de l'autre, la disparition. Donc moi, je m'interroge quand même sur le lien entre ce qu'on appelle la fraude fiscale et cette montée en puissance du nationalisme guerrier. Est-ce qu'il n'y a pas là, vous voyez, 2 forces, un pôle plus, un pôle moins, qui se mettent en place vers 1900-1914 ? Parce que finalement, à l'époque moderne, Daniel, il y a des guerres aussi. Il y a ce qu'on appelle le mercantilisme. Est-ce qu'il y a cette volonté de contrôler par l'État, par le souverain, les mouvements d'argent ou de métaux précieux ? Oui, alors la doctrine mercantiliste, elle est très claire, ferme. Il faut interdire la sortie de métaux précieux. Parce que la richesse d'un pays se mesure à partir du stock métallique. Ce qu'on appelle le trésor de guerre, d'ailleurs, non ? Ou je délire. Le stock métallique d'un pays. Et du point de vue du souverain, ça se comprend très bien, parce qu'une des tâches majeures du souverain, c'est de défendre le pays. Et donc, il faut faire la guerre. Et la guerre, elle est une constante tout au long de l'Ancien Régime. Et pour faire la guerre, il faut de l'argent. Il ne faut pas des lettres de change, mais il faut de l'argent comptant. Pourquoi ? Parce qu'il faut payer les soldats. Et les soldats, on les paye en argent liquide. D'accord ? Oui. Donc, pour pouvoir faire la guerre, on a besoin de quantités énormes d'argent liquide qu'il faut transporter sur les théâtres de guerre. Et de l'issue de la guerre dépend le destin des nations, aussi le destin des dynasties. Et le développement des États, c'est ce que nous montre l'historiographie depuis un bon moment, est intimement lié à la manière dont on fait la guerre. Donc la guerre est un moteur de la construction des États et après des nations, d'un État fort. Intéressant. Et je pose la question à Christian. Comment tu expliques alors que depuis 2, 3, 4 ans, on mette en question ces paradis fiscaux, qu'on les pourchasse, qu'on les contraigne à la transparence ? Est-ce que c'est la guerre qui revient ? Si tu permets, je vais répondre à la question d'avant. C'est la même, mais vas-y. C'est la même. Pour revenir sur la période historique, il y a fin 19e, début 20e en France, par exemple, il y a la mise en œuvre de l'impôt sur les successions, avant la Première Guerre mondiale. Oui. Et je suis tombé sur des livres qui s'appellent « Comment frauder le fisc » 1907, « Comment échapper à l'impôt » 1909. J'ai regardé les débats parlementaires entre 1907 et 1914. Il y a de gros débats en France sur mais qu'est-ce que c'est que tous ces riches qui échappent à l'impôt. Donc avant l'introduction de l'impôt sur le revenu en France. Ça fera l'objet d'un petit papier d'histoire dans Alter Eco dans un des prochains numéros. Alors oui, la guerre joue un rôle fort parce que là on a Taxing the Rich, qui est un livre de 2 historiens économistes qui vient de sortir aux États-Unis, qui nous dit la progressivité de l'impôt sur le revenu est d'autant plus forte et d'autant plus mise en œuvre qu'on est dans des périodes de guerre. Pourquoi ? Parce que quand on envoie les jeunes se faire massacrer à la guerre, alors on peut réclamer, quand on est le pouvoir politique, une forme de conscription du capital.
il faut faire payer aussi le capital, il faut que le capital paie à l'effort de guerre comme les jeunes paient à l'effort de guerre. Mais je crois que pour la vraie réponse à ta question, c'est en fait que la souveraineté des États se construit vraiment à la fin du 19e. Et c'est en plein au moment où on a une première mondialisation économique. Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier le fait que les capitaux, les investisseurs veulent circuler partout sans loi, alors qu'au même moment, les États commencent à s'organiser sur un périmètre vraiment précis, organiser leur souveraineté. Comment est-ce qu'on réconcilie les deux ? Je crois qu'il y a eu 4 réponses historiques, qui datent de la fin du 19e. Et aujourd'hui, c'est exactement les mêmes réponses, on est dans la continuité. La première, c'est de dire, on va faire des accords entre les États, les fameux accords Cobden-Chevalier du 19e siècle. Aujourd'hui, ça s'appelle TAFTA, mais en fait, c'est le même type de réponse. Il y a le fait que les lois nationales vont être adaptées pour attirer les investisseurs étrangers. Il y a le recours à l'arbitrage privé, la lex mercatoria, tous les fameux, dans TAFTA, il y a ces fameux tribunaux d'arbitrage qu'on laisse aux acteurs privés jouer une influence importante. Et puis la dernière réponse, c'est les États vont accepter d'ouvrir des territoires sur lesquels ils vont accepter de laisser tomber leur souveraineté. C'est ce qu'on appelle la finance offshore. Oui. Je crois que c'est extrêmement important ce que tu dis. La mondialisation, ce n'est pas seulement les marchés, la dynamique d'expansion, c'est aussi les États. C'est aussi cette confrontation entre les deux pôles. Tu ne crois pas, Youssef, d'ailleurs, que l'étalon or est également contrôlé par les États ? Est-ce que c'est vraiment un système purement de marché, purement privé ? Ou est-ce que les États ne contrôlent pas d'une certaine manière quand même ? Bon, l'étalon or s'est écroulé en 1914. Il a été. Alors, la volonté de le réinstaurer dans les années 20 est certainement une volonté des États. Et puis la volonté ensuite de reprendre ça sous une forme différente dans les accords de Bretton Woods, où c'est un système d'étalon or, mais alors non plus basé vraiment sur l'or, mais sur une monnaie, sur le dollar, et aussi une décision prise par les États. Un des avantages, entre guillemets, de l'étalon or pour les dirigeants, c'est que ça laisse très peu de marge de manœuvre aux banques centrales. Donc en fait, les banques centrales le gèrent sans avoir, comme elles le font aujourd'hui, à intervenir quasi directement dans la politique monétaire. Mais si je peux déborder un tout petit peu par rapport à ça sur le point que tu soulevais, en commençant mon intervention tout à l'heure, je disais qu'il y a un changement assez radical qui se produit avec le 19e siècle. Je pense qu'il y a également un changement radical qui se produit à partir des années 70 et qui s'amplifie dans la période dont a parlé Christian. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui interviennent et qui peut-être replacent un peu ce que tu nous as dit dans un contexte plus général. Il y a d'une part l'absence, la fin des taux de change fixes et la possibilité de spéculer de façon massive sur l'échange qui ne s'est pas arrêté dans les activités forex, donc foreign exchange, de taux de change journalières représentent plusieurs milliards qui n'ont rien à voir avec les activités commerciales, avec les activités industrielles, avec ce qu'on appelle quelquefois l'économie réelle. Et c'est un élément important parce que lié à ça, il y a toute une série de produits financiers qui sont mis en place pour se couvrir contre le risque de change. En même temps que ces produits financiers se mettent en place, on voit, ça correspond avec un développement énorme de l'informatique, avec une puissance des ordinateurs, mais aussi avec des programmes qui permettent de manipuler les sommes et puis de faire des produits financiers de plus en plus complexes. Donc ces éléments sont en parallèle. Puis il y a un autre élément dont il faut aussi tenir compte, qu'on oublie quelquefois. Jusque dans les années 50 aux États-Unis et 60, 70 en Europe, l'investisseur qui domine le marché, c'est l'individu. Ce sont soit des individus, soit des familles, mais ce ne sont pas encore les investisseurs, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. À partir des années 50 aux États-Unis, un peu plus tard en Europe, ce sont les investisseurs institutionnels qui disposent de fonds beaucoup plus importants, énormes,
Et puis, c'est une petite parenthèse, mais qui n'est pas non plus complètement négligeable, ceux qui investissent n'investissent plus leur propre argent, mais investissent l'argent de l'institution dont ils sont responsables. Et c'est une perspective qui est quand même différente, et on prend d'autres risques quand on investit l'argent de quelqu'un d'autre, même des gens qui vous donnent leur confiance, que son propre argent. Donc tous ces changements ensemble expliquent aussi la complexité des produits, la complexité de ce qui peut être fait sur le plan aussi fiscal, explique, je crois, aussi la croissance des places offshore. Parce que quand on a découvert quand la révélation des Panama Papers, il y a quand même beaucoup de choses qui étaient, entre guillemets, légales. Oui. Par exemple, le Premier ministre britannique de l'époque, David Cameron, son père avait mis en place un fonds. Et puis, il y a eu pendant quelques jours pas mal de remous autour du fait que sa famille avait placé de l'argent de cette façon. Mais Cameron n'a pas démissionné à cause de ça. Hein. Il a démissionné à la suite du vote sur le Brexit. Ça n'a pas été un scandale suffisant pour qu'il démissionne. Et puis quelques jours après, ou avant, je ne sais plus, il convoquait à Londres une journée contre la corruption, pour lutter contre la corruption. Je pense qu'il le faisait d'ailleurs de façon sincère. Donc il y a beaucoup de manœuvres légales dans ces paradis fiscaux, ou entre guillemets. C'est-à-dire que les comptables, les grandes sociétés d'experts comptables sont capables de mettre en place des systèmes tout à fait performants. De contournement. Oui. De contournement qui sont légaux. Enfin, je m'arrête là. Non, ce qu'on en retient en tout cas, certainement, c'est que l'affaire Cahuzac, ou l'amende fabuleuse infligée à BNP Paribas par les États-Unis d'Amérique, signale certainement une nouvelle période. Vous voyez, on sort quand même d'une phase, pour aller vers où, ça, on ne sait pas. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu viens de dire, c'est cette notion de légalité. On a un petit peu creusé cette question. Qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est toléré socialement aussi, comme pratique? Et je me demandais, Florent, à l'époque médiévale, tu as évoqué la condamnation de l'usure. Est-ce qu'il y a des pénalités quand on pratique l'usure? Est-ce que l'Église est capable de poursuivre en justice, ou est-ce que c'est purement moral? C'est l'excommunication, quoi. Oui, la sanction, c'est l'excommunication, qui est très forte et très importante, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'a très bien montré Jacques Le Goff, c'est la naissance du purgatoire. C'est de cet espace qui va permettre, notamment et aux marchands, et on a des premiers exemples au début du XIIIe siècle, où on a l'utilisation de cet espace pour permettre de se racheter de ses péchés, et développer aussi, dans la fin du XIIIe siècle, d'admettre des tempéraments à cette prohibition de l'usure. Le principe, ça a été rappelé par Daniel, c'est que l'argent ne fait pas de petits. C'est repris d'Aristote et saint Thomas qui les développe. L'usure, c'est ce qui va au-delà du capital. Mais deuxième moitié du XIIIe siècle, la rémunération d'une prise de risque, et je crois que ça c'est une notion importante, prendre un risque en prêtant l'argent, eh bien c'est toléré comme pouvant permettre un intérêt. Le fruit du travail également de ce prêteur est admis, toléré, un tempérament au principe. Donc il y a là des éléments qui permettent de desserrer les taux et de permettre à ces marchands de développer leur activité aussi. Daniel? Oui, alors il ne faut pas seulement, bien sûr, il y a le pouvoir séculier, mais il faut penser aussi à Dieu. Et on voit dans les correspondances commerciales, et notamment en provenance d'Espagne, que des opérateurs espagnols, dans leurs lettres, expriment très clairement qu'ils sont préoccupés s'ils pratiquent une telle ou telle activité cambière, qui sont punis par Dieu après leur mort. Donc il y a cette préoccupation qui ressort de certaines lettres commerciales. Et donc la fabuleuse invention de l'Église, c'est qu'on peut racheter ses péchés, mais racheter vraiment en donnant de l'argent, c'est vraiment une source de revenus absolument incroyable. Une idée qu'on retrouve dans la finance islamique aujourd'hui, donc vous voyez, cette interdiction de l'usure. Je me demandais en t'écoutant, Christian, quand tu dis 30% de l'argent qui est artificiel, est-ce que c'est une définition de la spéculation, un mot qu'on a employé souvent? Qu'est-ce que c'est la spéculation
par rapport alors je dirais au bon placement, au placement qui produit. Tu pourrais définir à coup sûr la spéculation ? Non, c'est pas que de la spéculation. C'est l'utilisation de techniques comptables, surtout juridiques. Les paradis fiscaux, c'est d'abord une astuce juridique qui permet de faire croire qu'un revenu, un héritage, des profits quand vous êtes une entreprise ont été touchés, enfin sont localisés dans un territoire alors que leur base réelle est dans un autre territoire. Et c'est vraiment de l'argent qui peut être utilisé pour un placement de mon père de famille comme de l'argent qui peut être utilisé pour la spéculation. Donc il n'y a pas identité entre artificialité et spéculation. Est-ce que tout ça, finalement, est quand même en grande partie légal ? Rappelons-nous quand même qu'il y a eu des périodes de l'histoire où l'esclavage était légal, où l'apartheid était légal en Afrique du Sud, et pourtant, on s'est mobilisé contre. Et aujourd'hui, on se mobilise contre parce que les États ont besoin de recettes fiscales, parce que les ONG... Moi, quand j'ai commencé à travailler à la fin des années 90, les paradis fiscaux, ça intéressait 3 militants. Aujourd'hui, vous avez des gens avec une technicité absolument incroyable. Ils sont de très, très bon niveau. Vous avez les lanceurs d'alerte, vous avez des gens en interne dans ces institutions qui commencent à dire il y en a marre, et puis vous avez les journalistes d'investigation, et la multiplication, l'ajout de tout ça fait qu'aujourd'hui, le G20 a dû se mobiliser et essaye de répondre à ces problèmes. Oui, l'histoire continue. Youssef, tu veux intervenir là-dessus ? Je pense que, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure, et je crois qu'il y a une différence quand même entre placer son argent ou spéculer avec son argent. On dit en général, déjà au 19e siècle, que peut-être les 2 tiers, entre les 2 tiers et les 3 quarts des activités boursières sont spéculatives. Alors, je crois que la différence est la suivante. Vous pouvez acheter un titre en bourse parce que ça vous paraît un bon placement, il y a un bon rendement, un dividende qui est payé, et puis on va le garder. Voilà, c'est un placement. Par contre, on peut acheter un titre uniquement dans la perspective de le revendre à la hausse, ou bien en achetant des options, on peut l'acheter en spéculation. Et alors là, c'est uniquement une activité spéculative parce que le but, c'est pas de placer son argent, mais c'est de tirer profit des cours. Et donc, c'est un jeu. Parce que, bon, tu peux étudier les fondamentaux, comme on dit, mais on ne sait jamais comment la bourse va évoluer, ni comment les taux de change vont évoluer, d'ailleurs, c'est très dangereux. Donc moi, je ferais là une différence entre placement, investissement d'un côté, et spéculation. Alors la frontière, bien sûr, elle n'est pas absolument rigide, et elle est mouvante, bien sûr, mais je crois que là, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je crois que là, il y a une différence entre... Mais on a besoin de spéculation à la bourse pour qu'il y ait de la liquidité sur le marché. Le problème, c'est que maintenant, il y a tellement d'activités, tellement de liquidités que c'est une liquidité dont on n'en a plus besoin, qui au contraire devient néfaste.